Europe 1, il est 8h33, on passe à la revue de presse. Avec Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, alors on hésite entre les félicitations et les avertissements. Les Échos, les banques françaises, bons élèves de l'Europe. Le Parisien, vos économies sont bien protégées. Le Figaro, budget, Hollande sourd aux mises en garde de l'Europe. L'Opinion, débâcle en vue pour la gauche au départemental. Et Libération, pourquoi la gauche peut mourir. Alors, prenons les sujets dans l'ordre, on attaque donc avec les banques. Mais oui, trompettes et flonflons, donc, puisque nos banques, on le disait à l'instant à ce micro, ont réussi le stress test de la Banque Centrale Européenne. Les caisses des banques sont pleines et les coffres solides, s'exclame Thierry Borsat dans Le Parisien, comme François Peyrol tout à l'heure. Sur le dessin de rançon, un fonctionnaire à lunettes énonce à François Hollande et Manuel Valls renfrogné le verdict de l'institution. Selon notre étude, les banques françaises survivraient à un krach et même à un second mandat de François Hollande. Pourtant, Thierry Borsat dément François Peyrol et affirme que la solidité des banques françaises tient au fait qu'elles ne prêtent qu'aux riches et asphyxient par leur frilosité l'économie du pays. Mais l'économiste Marc Toiti, juste à côté, ajoute que le véritable risque pour nos banques ne serait pas celui testé par la BCE, mais une crise de la dette publique si les marchés financiers cessaient de prêter à 1% à des pays surendettés. C'est d'ailleurs ce que nous explique Le Figaro, qui justifie l'avertissement de Bruxelles contre un budget 2015 qui ne respecte pas les 3% de déficit. On lit ces lignes et l'on se souvient que 500 milliards sur les 2000 milliards de notre dette publique ont servi à renflouer les banques après la crise des subprimes. Et tout à coup, on se demande pourquoi il faudrait se réjouir de la soudaine solidité de nos banques que nous avons payées au prix fort. On parle beaucoup du CDI, du CDD, du contrat unique. Vous nous parlez du contrat 0 heure ce matin. Oui, parmi les solutions pour relancer l'économie française, certains lorgnent vers le Royaume-Uni et son marché du travail tellement plus souple. Alors on lira la double page du Monde consacrée au contrat 0 heure. Le principe, un contrat de travail qui ne garantit pas un nombre d'heures par mois. Les employés sont convoqués par SMS et doivent être disponibles dans l'heure. Mais ils peuvent aussi être annulés la veille pour le lendemain ou même sur le trajet pour se rendre à l'usine. Philippe Bernard raconte la vie de Candice, 46 ans, et son mari Michael, 58 ans, en contrat 0 heure, donc en ZHC, dans une biscuiterie de Liverpool. Les revenus jamais garantis d'un mois sur l'autre, l'attente interminable à côté du téléphone. Dans les années 30, raconte un conseiller municipal travailliste, mon grand-père se présentait chaque matin pour l'embauche sur les docks. Les patrons désignaient du doigt les ouvriers qu'ils sélectionnaient. Nous sommes revenus à cette époque. Et puis, il y a les syndicats qui préfèrent protéger les personnels permanents, qui eux-mêmes pistonnent un proche quand un poste se libère. Il y a aussi les travailleurs étrangers, dont Candice croit savoir qu'ils ont droit à plus d'heures parce que sinon ils porteraient plainte pour discrimination. Parfois, conclut l'article, l'ouvrier sous alarme permanente ose même un acte insensé. Il oublie ce téléphone pour, dit-il, sortir du harcèlement, profiter d'une journée normale, sentir sereinement le temps qui passe. Un geste de défi pour préserver son ultime part de liberté. Un portrait poignant, celui d'un couple de parents qu'on avait d'ailleurs reçu ici dans l'Interview Vérité il y a quelques semaines, Natacha. En effet, c'est un double portrait en dernière page de Libération. Ils s'appellent Diane et John Foley. Ils ont 66 ans et le 19 août 2014, leur fils aîné James, journaliste indépendant, a été égorgé et décapité par les islamistes après 2 ans de captivité. Comment peut-on survivre à ça, s'interroge Maria Malagardis en ouverture de son article. Cette question, celle de la mort et du deuil, est également au cœur du dossier de Philosophie Magazine. Les paroles bouleversantes de ceux qui restent, leur façon de survivre et de prolonger l'autre. Pendant 3 ans, j'ai eu une histoire d'amour avec un mort, dit l'une d'entre eux. 3 ans avant de construire autre chose. Le développement de la crémation, la place des cimetières quand la modernité libérale juge insupportables ces espaces inutiles, ces déchirures dans la trame des villes, dit le philosophe Frédéric Adjadj. Le magazine Books consacre lui aussi son dossier du mois à la mort, à son évacuation progressive du monde des vivants, alors qu'entre 1864 et 1907, nous apprend un article, la morgue de Paris était ouverte au public et drainait jusqu'à 40 000 personnes par jour. Un article aussi évoque le livre du cuisinier du couloir de la mort de la prison de Hudsonville au Texas. Aux États-Unis, le dernier repas du condamné fait l'objet de commentaires, comme un rite réinventé dans un monde qui croyait pouvoir s'en passer. Sans transition, nous passons au foie gras. Oui, ça n'est pas au menu des prisonniers, mais finalement, ça ne va pas tarder. Le Parisien nous raconte l'offensive de certains fabricants pour nous offrir ce saint graal de la démocratie culinaire, du foie gras pas cher,
toute l'année à tous les repas. Et même à toutes les sauces, puisque l'innovation, c'est de le proposer aromatisé à la cerise ou à la noisette. Pour l'apéritif, ils ont même testé au chocolat. Miam. L'article ne raconte pas ce qu'il faudra d'élevages industriels indignes pour nous offrir ce pâté bas de gamme estampillé foie gras qui donnera des arguments à ceux qui veulent tout interdire. Mais on apprend aussi que la truffe subit le même sort. Alors sous forme d'arôme, puisqu'on ne peut pas produire les truffes en batterie, mais on trouve déjà du ketchup parfumé à la truffe. C'est beau l'innovation. On termine avec un peu de philosophie. Mais oui, Philosophie Nourriture de Magazine, l'esprit. voilà, pose cette question cruciale. Pourquoi s'insulte-t-on ? Bah oui, enfin. Réponse des philosophes. Pour Schopenhauer, c'est pour l'emporter quand l'adversaire nous est supérieur. Oui, c'est moche. Pour Sénèque, c'est par manque de discernement, parce que nous croyons que l'autre nous blesse. Et l'intelligence serait de le frustrer de cette réponse. Mais pour Aristote, insulter, ça soulage. Il suffit de voir les héros d'Homère se traiter de fils de chienne pour constater que le défoulement nous fait nous sentir plus puissants. Alors, à lire les pages politiques des journaux, on finit par penser que réautoriser l'insulte publique éviterait beaucoup de frustration et de crise dans les partis. Quel est votre gros mot préféré, vous ? Allez-y. Gros mot ? Ouais. Oh, je n'oserais pas le dire. Mon juron préféré, c'est Damned. Damned. Bon, on se contentera de ça. La revue de soft. presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. Demain, Natacha. À demain. Europe